Bonsoir à tous. Bonsoir Lou de Senneville. Bonsoir Guillaume. Nous sommes très heureux de te recevoir ici à la Procure pour ton dernier livre Vatican secret, qui vient de paraître aux éditions Stock, écrit à partir de tes 4 années comme correspondant, envoyé spécial correspondant ? Envoyé spécial permanent. Envoyé spécial permanent du quotidien La Croix à Rome. Donc on va revenir évidemment abondamment sur le livre, mais l'actualité de l'Église nous oblige, puisque tu as passé 2-3 semaines, les dernières semaines à Rome pour la mort du pape François, le conclave, l'élection de Léon XIV. Donc on va en parler un petit peu au début. Surtout que ton dernier chapitre s'intitule « La grande bataille en vue du conclave ». Et de l'extérieur, c'est pas tellement une bataille, ça n'a pas donné l'impression d'une bataille ce conclave. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu ton impression et voilà, ton ressenti de correspondant émérite ? Un correspondant émérite, ça fait 80 ans. Même si dans l'Église catholique, on est jeune très longtemps, mais... Non, ça a été d'abord ça a été une expérience incroyable ce conclave, parce que c'est vrai que moi j'ai passé 4 ans à essayer de rentrer dans la tête du pape François. Il y en a d'autres ici qui l'ont fait. Je pense à l'émérite Jean-Louis de la Bessière qui a été correspondant de l'AFP au Vatican, qui est en face de moi. Et c'est un exercice qui est particulièrement passionnant, intéressant, et donc de pouvoir aller conclure cette phase du pape François et couvrir ce conclave, ça a été une expérience incroyable. Ça a été en fait le conclave qui a eu lieu et qui s'est conclu en fait assez rapidement avec ces quelques tours de scrutin, ces 4 tours de scrutin. C'est vraiment joué avant, en fait, dans les jours d'avant. Et c'est vrai que j'ai eu avec l'équipe de la Croix la chance de pouvoir rencontrer une vingtaine de cardinaux avant le conclave, pendant les congrégations générales, et on a pu suivre leur cheminement à la fois avec ces hommes qui arrivaient pour beaucoup, qui ne savaient pas ce que c'était qu'un conclave, en fait, aux 4/5e d'entre eux, qui n'avaient jamais vécu ça, et donc ils étaient très étonnés, et petit à petit, on les a vus prendre conscience et de l'enjeu, et du poids de l'histoire aussi, dans lequel ils s'apprêtaient à jouer un rôle très important. Donc ça a été... Alors c'est vrai que je dis dans le bouquin, la grande bataille du conclave, ça a quand même été une grande bataille, parce que l'Église catholique, elle est traversée de tensions géographiques, de tensions idéologiques, de tensions de sensibilité, et donc voilà, ça a aussi été une grande bataille qui a abouti à ce conclave et qui a abouti à l'élection de ce pape, qui a été élu très largement, parce que vous savez que les cardinaux sont les gens qui respectent le moins le secret au monde. Parce qu'on sait déjà que c'est plus de 100 voix. Ça vient forcément des cardinaux. Donc il y a beaucoup de cardinaux excommuniés en théorie. Donc voilà, ça a été finalement un pape qui a été élu largement. Mais c'est intéressant de voir comment cette candidature a émergé et comment ces thèmes ont émergé pour aboutir sur lui à la fin. Et donc j'ai vu que tu as posté sur les réseaux sociaux une photo de toi avec le cardinal Prévost. Donc est-ce que juste quelle impression tu avais fait quand tu l'avais rencontré ? Moi je l'avais rencontré en janvier 2024, c'était peu après son arrivée à Rome, comme préfet du dicaster pour les évêques, donc un peu le ministre des évêques du pape, François, du pape d'avant. C'était un homme très discret, c'était un homme à qui j'avais demandé une interview comme tout le monde, et qui, comme tout le monde, avait dit « envoyez-moi un mail ». Et qui m'avait jamais répondu. C'était un homme, je trouve très très ancré dans une spiritualité très profonde. On sentait quelqu'un qui priait beaucoup, et on sentait quelqu'un aussi qui était entre plusieurs mondes, quoi, entre le nord et le sud. Enfin là, c'est aussi ses premiers pas. On voit bien qu'il est à la fois François, à la fois Benoît XVI, à la fois hémisphère nord, à la fois hémisphère sud, et on sentait ça. Dans cet homme-là qui est aussi un religieux, donc on sentait un homme d'une grande prière. Donc tu es arrivé à Rome en 2020, et est-ce que ta rédaction ou tes prédécesseurs t'ont donné des conseils pour tes premiers pas à Rome ? Alors, il y a toujours un passage entre l'ancien et le nouveau correspondant. On passe quelques jours ensemble, et donc on redevient un stagiaire pendant quelques jours. Et donc effectivement, j'avais, avec mon prédécesseur qui était Nicolas Senez, fait des rendez-vous. Il m'avait présenté à des gens qui sont devenus plus ou moins des sources. Mais la difficulté à Rome, quand on est journaliste, c'est que les choses se font beaucoup
en nouant une relation personnelle en fait. Donc tous ces gens que j'ai vus avec mon prédécesseur, il a fallu les revoir pendant un bon bout de temps. Ma première année, qui était en plus l'année du Covid, qui était à la fois une année facile et pas facile. C'était facile parce que il n'y avait pas de passage à Rome et il n'y avait pas de voyage. Et c'était pas facile parce que les gens avaient encore plus peur de nous voir qu'avant. En plus, les cardinaux sont parfois des personnes fragiles puisqu'ils ont un âge certain. Et donc voilà, il y avait aussi une protection qui était parfois, ils se protégeaient pas mal. Et donc c'est vrai que la difficulté des premiers de ce travail de fourmi que je décris un peu dans le bouquin, c'est d'essayer de gagner la confiance de sources, pas forcément d'ailleurs de cardinaux, mais de sources au sein du Vatican, avec un Italien, qui était mon Italien au début, qui était un Italien en réalité assez balbutiant, et j'avais à chaque déjeuner ou à chaque dîner au début l'impression de passer un examen de passage en géopolitique ou en histoire de l'Église, tout ça dans un Italien balbutiant. Et voilà, donc ça a été intéressant, mais on a l'impression de courir un marathon à la fin de chaque journée. Donc un des grands thèmes du livre, c'est le secret, ça apparaît d'ailleurs dans le titre, et en fait on se demande un peu parfois qu'est-ce qu'ils veulent cacher en fait, pourquoi il y a une telle obsession du secret, et est-ce que c'est très différent d'autres administrations, est-ce que c'est pareil pour le gouvernement français ou d'autres gouvernements, cette obsession du secret? Alors il y a une obsession du secret, mais pour moi c'est pas une obsession qui est destinée à cacher des secrets, c'est une obsession qui est destinée à protéger une machine, une institution qui est en fait beaucoup plus fragile qu'il y paraît. C'est-à-dire que le Vatican, c'est 3000, 4000 salariés qui travaillent, donc c'est pas beaucoup quand vous comparez à je sais pas, la ville de Paris, enfin une autre institution internationale ou pas internationale. Et donc c'est une institution qui a peur des soubresauts du temps. Donc c'est pour ça qu'ils réagissent très peu aux polémiques, ils prennent très peu position sur les sujets chauds, parce que c'est une institution qui veut être stable. Son boulot, c'est d'être stable. Enfin voilà, et donc si elle est déstabilisée, elle se met en danger en fait. Et donc pour moi, le secret, ça a vraiment été ça, c'est une obsession de la stabilité, parce que c'est une institution stable, c'est une institution qui a aussi un gouvernant à sa tête pendant très longtemps. Alors là, c'était vachement intéressant sur la perception du temps, ce qu'on a vécu ces derniers temps, parce que c'est à la fois, il y a une forme de stabilité pendant 15 ans, et puis en 3 semaines, hop, on est passé d'un monde à l'autre, on a fait une révolution, enfin ça a été très très impressionnant, c'est-à-dire que le pape est mort un 21 avril, et tout à coup, en 3 semaines, on a parcouru un truc qu'on parcourt normalement en plusieurs années et d'habitude, qui est un processus de obsèques, élections, installation. Donc c'est ce qu'on vit, nous, par exemple, pour une campagne électorale, mais une campagne électorale, ça dure 2 ans. Je veux dire, là, ça a commencé. Donc, et là, ça a duré 3 semaines. Donc, il y avait une sorte de compression du temps qui était très impressionnante. Et là, c'est ça, en fait, le secret. L'idée, pour moi, c'est qu'il se protège pour protéger la stabilité d'une institution. Alors justement, à propos de la curie, il y a une de tes sources qui a une phrase assez terrible. L'incompétence et l'arrogance, c'est ce qui tue le Vatican. Et pourtant, c'est une machine qui marche quand même. Donc, qu'est-ce qui fait que ça tient quand même? L'existence de Dieu. On a la procure. Qu'est-ce qui fait que ça marche quand même? En fait, c'est une machine assez étonnante, le Vatican, parce que c'est une machine très inégale. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du Vatican, vous avez des prêtres, des laïcs, des religieux, des religieuses, qui sont là pour des raisons très différentes. Vous avez des gens qui sont là parce que ils sont compétents. Ça, c'est quand même pas mal de gens. Parce qu'ils parlent des langues rares, parce qu'ils ont un domaine d'expertise, parce qu'ils sont diplomates, experts des problématiques en eau, parce qu'ils sont juristes de droit international, voilà, parce qu'ils connaissent très bien un coin d'Inde où il y a des gens qui s'appellent les Syro-Malabar et les Syro-Malankar, et il n'y a pas grand monde qui sait exactement ce que c'est. Donc voilà, là il y a un premier pool de gens qui sont des experts, des gens qui savent. Et puis, il y a d'autres gens qui sont là un peu par hasard. Voilà. Il y a des gens qui sont là d'abord parce qu'on les y envoie, pour prendre l'air, parce qu'ils ne sont pas forcément hyper adaptés à une vie de paroisse, parce qu'il faut leur faire une expérience internationale. Enfin voilà, il y a plein de raisons d'être au Vatican.
Et donc c'est un mélange qui est assez étonnant, qui fait qu'il y a à la fois effectivement des gens très compétents et des gens très incompétents qui se croisent. Et donc effectivement ce qui faisait dire à ma source incompétence et arrogance, alors c'est une source qui visait la secrétaire d'État avec qui il avait une sorte de guerre personnelle, et donc effectivement il disait le fait qu'il y ait depuis très longtemps à la secrétaire d'État, en particulier dans le domaine des finances, des gens qui gèrent les finances et qui ne sont pas des spécialistes des finances, qui sont souvent des prêtres, qui ne sont, alors on peut être prêtre et spécialiste des finances, mais en l'occurrence, les gens qui ont été mis en cause dernièrement, ils étaient canonistes, donc juristes. Donc ils n'étaient pas experts en finance. Et donc cette source disait, c'est à la fois l'incompétence et l'arrogance. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés de savoir, et en même temps, parce qu'ils sont persuadés de savoir, ça protège leur incompétence. Donc il y avait cette espèce de truc d'incompétence et d'arrogance. Ça a pas mal changé quand même sous le pape François. Mais il y a quand même une culture assez close qui fait que ça se reproduit. Enfin, ça, c'est une mentalité qui est quand même assez présente. Alors, une bonne part du livre aussi, on apprend qu'on travaille de journaliste, avec cette obsession, ce souci d'avoir des informations les plus fiables possibles. Et justement, cet univers très clos, comment on fait pour s'assurer qu'on dit des choses le plus proche? Le pape Léon XIV a dit aux journalistes là, qu'il y avait ce souci de la recherche de la vérité. Donc comment on fait dans cette ambiance si particulière? Eh bien, on essaye de reconstituer la mosaïque avec les tessons, les petits morceaux, pour essayer de reconstituer le tableau le plus exactement possible. Donc ça, c'est un travail journalistique classique, en fait. On a plusieurs sources dans plusieurs endroits différents, et on essaye de reconstituer une scène, une information, à travers plusieurs sources qui nous la donnent. Donc, bon, alors pourquoi les gens nous donnent une information? Soit parce qu'ils vous aiment bien, soit parce qu'ils y ont intérêt, soit parce qu'ils veulent embêter quelqu'un à qui ils veulent nuire. Donc voilà, il y a toujours, quand une source vous donne une information, elle a toujours un intérêt en fait. Donc voilà, et donc nous, on croise les sources de manière à reconstituer une information. Parfois, on est aussi témoin de scènes, et je raconte dans le livre, mais parfois on est aussi témoin de scènes auxquelles on n'aurait pas dû assister. Lorsque le cardinal Taglay, qui était le grand patron de la Caritas, donc l'équivalent des secours catholiques au niveau international, eh bien, est débranché par le pape parce que mauvaise gestion, notamment mauvaise gestion en termes de RH, il y a un gros turnover, il y a des problèmes de burn-out, voilà, de burn-out, ouais. En fait, le cardinal, moi je suis à ce moment-là à l'Assemblée Générale des Caritas, donc il y a 400 personnes avec des gens du monde entier, et le cardinal Taglay déboule à 9h du matin. Donc moi j'étais là parce que je voulais choper des gens du Liban, parce que comme c'était un peu le bazar au Liban, je voulais avoir la Caritas locale pour qu'ils me racontent des trucs, puis je chopais aussi les Syriens, enfin voilà, c'est aussi un moment pour avoir des contacts sur place, parce que Rome c'est un lieu de passage extraordinaire, il y a des gens du monde entier qui passent. Donc voilà, je voulais essayer de voir des gens. Mais arrive le cardinal Taglay qui était censé faire un grand discours très Vatican, enfin voilà, pour redonner des grandes orientations et tout ça. Et en fait, il arrive et il lit sa démission. C'était assez étonnant comme moment. Et donc, il lit sa démission. Et en fait, on découvre qu'il vient d'apprendre sa démission. C'est-à-dire qu'il y a 3 minutes, on lui a dit « Tiens, tu vas lire ta démission ». Et donc, en fait, il lit le décret de sa démission, écrit par le pape François, qu'il n'avait jamais lu, et au fur et à mesure qu'il lit le texte, tout à coup, alors il y a un truc du genre le président sortant et tout ça, et à un moment il lève la tête et dit « Ah ben ça c'est moi », et il replonge dans le texte. Et donc, ça c'est quand même une scène à laquelle j'ai été là totalement par hasard. J'allais partir juste avant, et puis quelqu'un m'a dit « Oh, tu devrais rester encore 5 minutes, il va se passer un truc ». Bon, je suis resté. Et ça a été un moment incroyable, parce que ça a été un moment d'abord d'une très grande violence politique, symbolique. En même temps, ça a été aussi un moment enfin voilà, qui était caractéristique de la gouvernance du pape François. C'était vraiment une main de fer dans un gant de fer. Il était très sympa à l'extérieur, mais à l'intérieur, s'il voyait que ça déconnait, il vous virait, quoi. C'était assez rapide.
Donc il y avait de ce point de vue-là, enfin voilà, il y a eu des scènes auxquelles j'ai assisté. J'avais l'impression d'un type qui se décapitait devant nous, quoi. C'était très, très étonnant. Et un autre aspect du travail de journaliste, c'est le lien que vous avez entre les différents journalistes de différents médias. Et quel est justement votre lien? Est-ce que c'est de la compétition, de l'entraide? Est-ce que quand on a un scoop, on se le file, ou au contraire, est-ce qu'on le garde pour soi? Est-ce que c'est charitable? Je sais pas. Il y a Jérôme Gautret du Monde en face de moi. Il a été à Rome en même temps que moi, il faudrait lui demander. C'est un mélange un peu des deux, en fait. En fait, moi j'ai été président de l'Association internationale des vaticanistes pendant 3 ans. Il y a une entraide générale internationale, c'est-à-dire que dans les langues, entre langues, on s'entraide beaucoup, parce que les hispanos ont accès au monde hispano. Comme le pape était hispanique, tout le monde leur tournait un peu autour. Les francophones n'ont pas accès à grand-chose, parce qu'il n'y a plus de France à l'écurie. Les Italiens ont accès à des trucs, mais ils parlent à personne d'autre. Les Allemands, alors il y a une grosse vibe allemande sous Benoît XVI, mais puis alors là, ils ont complètement démonétisé, les pauvres. Donc, en fait, chaque langue a accès à une partie de la machine, et donc on croise beaucoup les informations, mais on croise surtout des impressions, des analyses. Voilà. Il n'y a pas une concurrence folle entre nous, parce qu'on est, en tout cas entre Français, il n'y a pas de concurrence, on s'entraide même pas mal. Entre Italiens, c'est la guerre nucléaire, mais voilà, parce que ça c'est comme ça. Mais en fait, il y a des cultures journalistiques qui sont très très différentes. Et par exemple, pendant les voyages, le dernier jour, en fait, au retour des voyages, le pape François faisait une conférence de presse dans l'avion. Fameuse conférence de presse. Et donc, les conférences de presse, il se trouve que moi, j'étais chargé de les organiser pendant 3 ans comme président des vaticanistes. Et donc, en fait, le dernier matin, au petit déjeuner, donc tout le monde était cramé, il était 4h30 du matin, on avait tous dormi 4 heures par nuit depuis 10 jours, je passais de table en table pour récolter les questions des groupes linguistiques. Le but de l'opération étant que tout le monde ne pose pas la même question sur la santé, par exemple. Et qu'on varie un peu le thème. Et donc, c'était assez marrant parce qu'on voyait bien les cultures journalistiques très différentes. Les hispanos, ils étaient hyper sympas, ils disaient bah, « tu veux pas la poser, toi, si, ok ». Les Américains tiraient au sort. Nous, les francophones, on avait un système très cartésien. C'était le média qui n'avait pas posé de questions depuis le plus longtemps qui posait la question. Donc, il y a une sorte de tableau Excel et tout qui est impeccable. Et alors, les Italiens, c'était très rigolo parce que les Italiens, ils se mettaient toujours d'accord. Sauf qu'ils négociaient entre eux, mais ils oubliaient toujours une journaliste, qui était la journaliste du Messaggero, Franca Giansoldati. Et en fait, un quart d'heure avant de monter dans l'avion, leur raccord explosait. Et donc, il fallait redéfinir la question, redéfinir la personne. Donc voilà. Donc, entre Italiens, il y a un effet de compétition qui est assez fort, qu'on n'a pas, nous, entre nous, en réalité. Un des chapitres les plus poignants du livre, c'est celui sur les femmes. J'ai trouvé que ça mettait comme un catalyseur de tous les problèmes du Vatican, le pouvoir, la sexualité, l'entre-soi, la misogynie, l'absence ou la possibilité minime de contestation sociale. Est-ce que tu as trouvé que ça avait changé en 4 ans, ou est-ce que les gens t'ont dit que ça avait changé sous le pontificat de François, qui avait fait des gestes un peu symboliques pour mettre plus de femmes dans la gouvernance ? Ce qui a changé en 4 ans, c'est qu'il y a des femmes qui sont ministres quand même, il y a des femmes qui sont chefs à plusieurs lieux de la machine. Au synode, il y a des femmes qui sont chefs, ce qu'on appelle le dicaster pour le développement humain intégral, l'écologie, l'économie, tout ça aussi. Au gouvernatorat, je suis jamais arrivé à le dire, qui est un peu la mairie du Vatican. Là aussi, il y a une femme qui est chef. Donc voilà, il y a quand même des femmes qui sont montées dans la hiérarchie. Et puis, truc très important, au dicaster des évêques, donc, qui a été piloté par le cardinal Prévost, il y avait 3 femmes nommées il y a 2 ans, et donc ils se réunissaient, elles sont toujours là, hein, elles manquent juste d'un préfet là, mais qui se réunissaient tous les 15 jours avec d'autres pour choisir les évêques du monde entier. Donc voilà, petit à petit, on a quand même vu qu'il y avait des femmes qui arrivaient. Mais moi, ce que je vois, c'est que dans ce que j'appelle le ventre mou de la machine, c'est-à-dire les échelons intermédiaires, les chefs de bureau, les chargés de dossier, tout ça, c'est que des hommes. Alors, sauf dans certains dicastères, le développement humain intégral,
il y a beaucoup de laïcs, parce qu'il y a beaucoup d'experts laïcs, et donc il y a beaucoup de femmes. Mais sinon, aux évêques, au clergé, aux religieux, il y a beaucoup, enfin, c'est quand même une majorité encore d'hommes qui sont là. Et donc, effectivement, une des anecdotes rigolotes que je raconte dans le livre, c'est que au moment où ils font entrer des femmes dans la congrégation des évêques, dans le dicastère des évêques, donc ils se réunissent tous les 15 jours dans une salle dans le palais apostolique, tout ça. Première réunion, on leur colle 3 orchidées à leur place, une sorte de truc pour dire bonjour. Et surtout, quelques semaines avant, il y a une sorte de vent de panique au palais apostolique parce qu'il a fallu créer à 7 étages des toilettes pour femmes. Et donc, c'est un truc qui paraît complètement anecdotique, mais qui est en fait assez révélateur du truc, genre, on n'y avait pas pensé. Donc, voilà. Il y a plein de petits signes comme ça qui disent effectivement que les femmes sont encore quand même assez marginales au Vatican. Alors évidemment, la figure principale du livre, c'est François. Tu as un peu évoqué sa gestion. Il y a aussi, j'ai trouvé un peu étonnant son rapport avec la France. Tu dis qu'à la fois, il ne porte pas particulièrement la France dans son cœur, et quelques pages plus loin, il a des gestes d'amitié pour Macron assez exceptionnels. Donc comment on peut expliquer cette ambivalence ? Bon, d'abord, François, c'était quand même un pape de paradoxes. Donc, il fallait, si on voulait dormir la nuit, il fallait pouvoir assumer des paradoxes. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord accepter de pas tout comprendre, puis accepter qu'il y avait une sorte de kaléidoscope qui n'était pas, voilà, c'était pas une sphère parfaite. Donc, il y avait des paradoxes. Il avait, vis-à-vis de la France, un rapport paradoxal, parce que il avait une culture d'un vieux jésuite qui avait beaucoup étudié les théologiens français, qui était aussi très proche de figures spirituelles françaises, notamment Sainte Thérèse de Lisieux, etc. Et en même temps, il ne supportait pas l'arrogance française. Il supportait pas. Moi, j'ai jamais eu d'interview parce qu'en fait, il supportait pas l'arrogance française, quoi. Pas la mienne spécialement, je pense, mais enfin voilà, c'est l'idée même que parce qu'on était français, il nous devait une interview, ça n'a jamais marché. Et en même temps, c'est vrai qu'il avait avec Macron un rapport, ça s'est un peu tendu sur la fin, mais pour moi, Macron et François, c'était les deux disruptifs, en fait. C'est-à-dire que François, il a disrupté la curie romaine, qu'il leur a éclaté la tête en les secouant très, 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 très fort. Et Macron, il a voulu donner cette image. Alors, comparaison n'est pas raison, hein. Mais d'ailleurs, je note que vous êtes là alors que Macron est en train de parler sur TF1. Mais Macron, il est aussi arrivé en disant qu'il allait bousculer le système, réformer les grands corps, réformer cet État impossible à réformer, etc. Et donc, je pense qu'entre les deux, il y avait une fascination entre le jeune président et le vieux pape, entre le jeune padawan et le vieux sage. Enfin voilà, il devait y avoir un truc. Moi, de ce qu'on me racontait, il y avait un truc de cet ordre. Voilà. Et puis une dernière question avant de laisser la parole au public. Tu dis à un moment que pour le pape François, les gestes comptaient autant que les paroles. Et donc quel est le geste qui, dans ces 4 ans, t'a le plus marqué ? C'est une bonne question. Alors j'ai plein de gestes en tête, mais qui sont avant les 4 ans, donc je ne sais pas si ça compte. Non, moi j'ai été très marqué, mais c'est pas forcément un geste, mais j'ai été très marqué par le voyage en Irak, qui est le premier voyage que j'ai fait avec lui, qui était dans un contexte très particulier. C'était un contexte d'abord sécuritaire particulier, c'était un contexte sanitaire particulier, parce que, il y en a, oui, enfin, tu te souviens, Alban, c'était aussi un contexte sanitaire particulier, parce qu'on avait, on sortait tout juste du Covid, on a été les premiers vaccinés, je pense, parmi les premiers vaccinés en Italie, c'était, voilà, et donc c'était très particulier, et il y a un moment où il célèbre la messe, pas célèbre la messe, où il va à Our, en Chaldée, donc vraiment, il n'y a plus rien à Our. Il y a 4000 ans, c'était verdoyant, tout ça, mais là, il n'y a plus rien, c'est le désert. Et c'est un très beau texte, en fait, il a un très très beau texte, où il regarde le ciel, enfin, c'est une sorte d'appel au ciel, et en gros, il dit, voilà, les étoiles
qui brillent là, Abraham les a vus, et on est les héritiers de ça. Et moi, ça m'avait bouleversé. Voilà. Ça avait été un très très beau moment, et pour moi, ça a été un moment très très fort, avec un texte vraiment extrêmement fort. Et c'est vrai qu'on était à l'endroit où celui qu'on appelle Abraham, ou le proto-Abraham, avait été aussi. Enfin, je veux dire, et donc ça avait été un moment pour moi extrêmement fort. Merci beaucoup.